Quand il en a terminé, Eddie se prépare un autre verre d'une main plus tout à fait sûre. Il regarde Beverly et dit « Tu as vu ça, n'est-ce pas ? Tu as vu ça prendre Patrick Hochstetter le lendemain du jour où vous avez signé mon plâtre ?» Les autres se tournent vers elle. Beverly repousse en arrière le nuage flamboyant de sa chevelure. Son visage en dessous paraît d'une pâleur extrême. Elle extirpe maladroitement une nouvelle cigarette de son paquet, la dernière, et allume son briquet. Mais elle ne semble pas capable de guider la flamme jusqu'à la pointe de sa cigarette. Au bout de quelques instants, Bill lui prend le poignet, délicatement, mais avec fermeté, et dirige le briquet au bon endroit. Beverly le remercie d'un regard et exhale un nuage de fumée gris-bleu. « Ouais, j'ai assisté à ce spectacle. » Elle est parcourue d'un frisson. « Mais il était cinglé, dit Bill, qui y pense aussi. Le seul fait que Henry se soit promené en compagnie d'un maboule comme Patrick Hochstetter pendant cet été en dit déjà assez long, non ? Soit Henry était en train de perdre de son charme, de son pouvoir de séduction, soit sa propre folie avait accompli de tels progrès que le Patrick en question lui paraissait tout à fait bien. De toute façon, cela revient au même. À la... quel est le mot ? La dégradation ? La dégénérescence ? Oui, à la lumière de ce qui s'est passé, et dont cela s'est terminé pour lui, il s'agit bien d'une dégringolade à mon sens. Il y a également autre chose qui vient renforcer cette hypothèse, songe Bill, mais pour l'instant c'est encore trop vague. Lui, Richie et Beverly s'étaient rendus jusque sur le périmètre des frères Tracker, et on était tout au début d'août alors, et les cours d'été qui leur avaient épargné d'avoir Henry Bowers en permanence à leur trousse étaient sur le point de s'achever. Et n'était-ce pas Victor Chris qui les avait approchés ? Un Victor Chris sincèrement terrifié. Oui, c'était bien cela. Déjà les événements se précipitaient, et Bill en vient à penser maintenant que tous les gosses de Daryl l'avaient senti. En particulier les ratés et la bande à Bowers. Mais là, il anticipe. Oh, pour être cinglé, il était cinglé, approuve Beverly d'un ton net. Pas une fille ne voulait s'asseoir devant lui en classe. Tu étais tranquillement assise là, à faire un devoir d'arithmétique ou de grammaire, et tout d'un coup tu sentais cette main, presque aussi légère qu'une plume, mais chaude et humide de sueur. Comment dire, trop charnue. Elle déglutit avec un petit clappement de gorge. Tout le monde autour de la table garde son sérieux. Tu la sentais sur tes hanches ou bien sur ta poitrine. Pourtant, aucune de nous n'avait grand-chose dans le genre à l'époque. Mais Patrick avait l'air de s'en foutre. Tu sentais ce contact et tu sursautais pour t'en éloigner. Et quand tu te retournais, tu voyais Patrick, un sourire épanoui sur ses grosses lèvres caoutchouteuses. Il possédait un plumier. Oui, plein de mouches, la coupe brusquement Richie. En effet, il les tuait avec cette espèce de règle verte qu'il avait, puis il les mettait dans le plumier. Je me rappelle même à quoi il ressemblait. Il était rouge, avec comme couvercle une glissière en plastique. Eddie un hochement de tête d'approbation. On s'écartait brusquement, reprend Beverly, et il arrivait alors qu'il ouvre son plumier pour nous montrer ce qu'il y avait dedans. Et ce qu'il y avait de pire, de vraiment horrible, c'était la manière qu'il avait de sourire sans dire un seul mot. Mrs. Douglas était au courant, Greta Bowie le lui avait dit, et je crois que Sally Muller lui en avait aussi parlé une fois. Cependant, je reste avec l'impression que Mrs. Muller en avait également peur. Ben s'est incliné sur les pieds arrière de sa chaise, les mains croisées derrière la nuque. Elle n'arrive toujours pas à croire qu'il puisse être mince à ce point. « Ton impression est justifiée, et j'en ai la certitude, dit-il. »« Et qu'est-ce qui lui est arrivé, Beverly ?» Elle déglutit de nouveau, dans un effort pour lutter contre la force cauchemardesque de ce qu'elle avait vu ce jour-là dans les friches. Ses patins à roulettes attachés ensemble et pendant à son épaule, un genou encore douloureux de la chute qu'elle avait faite sur Saint Crispin's Lane, encore une de ces rues bordées d'arbres qui se terminent en cul-de-sac, maintenant comme autrefois au-dessus des friches. Elle se rappelle, oh, comme ses souvenirs sont clairs et puissants quand ils remontent à l'esprit, qu'elle portait un short en toile, un short qui méritait bien son nom parce qu'il était vraiment très court. Les ourlets cachaient à peine la bordure de sa petite culotte. Elle commençait à prendre conscience de son corps depuis un an, depuis surtout les 6 derniers mois en réalité. Son corps qui se mettait à prendre des courbes et à se féminiser. Le miroir était l'une des raisons de cette prise de conscience renforcée, bien entendu, mais pas la principale. La principale raison était que son père paraissait plus violent depuis quelque temps, plus enclin à la gifler, voire à se servir de ses poings sur elle. Il paraissait agité, comme une bête en cage, et elle était de plus en plus nerveuse quand il tournait autour d'elle, de plus en plus sur ses gardes. C'était comme s'ils avaient fabriqué une odeur entre eux, une odeur qui n'existait pas quand elle était seule dans l'appartement, et qui n'avait jamais existé quand ils étaient ensemble avant cet été-là. Et lorsque sa mère s'absentait, c'était pire.
S'il existait une odeur, une certaine odeur, alors il le savait aussi, car Bev le vit de moins en moins, tandis que persistaient les chaleurs, en partie à cause des tournois de bowling auxquels il participait, et en partie parce qu'il aidait son ami Joe Tamerly à réparer les voitures. Mais elle soupçonnait que c'était aussi en partie à cause de cette odeur qu'ils produisaient quand ils étaient ensemble, sans qu'aucun des deux le voulût. Ce qui ne les empêchait cependant pas de la distiller. Ils étaient aussi impuissants à ne pas la produire qu'ils l'étaient à s'empêcher de transpirer dans la chaleur de ce mois de juillet. La vision de centaines d'oiseaux, de milliers même, s'abattant sur le toit des maisons et des antennes de télévision, sur les fils du téléphone, s'imposa de nouveau à elle. « Et le lierre poison, dit-elle à voix haute. « Quoi » demande Bill. « Quelque chose à propos du lierre poison, répond-elle avec lenteur en le regardant. Mais ce n'en était pas, cela donnait juste l'impression d'en être. Mike, oh, ne t'inquiète pas, ça reviendra. Raconte-nous ce dont tu te souviens, Bev. Je me souviens de mon short bleu, aurait-elle voulu dire, et combien il était délavé, comme il me serrait aux hanches et aux fesses. J'avais un demi-paquet de Lucky Strike dans une poche et la Bull's-Eye dans l'autre. Est-ce que tu te souviens de la Bull's-Eye demanda-t-elle à Richie, mais tout s'acquiescèrent. C'est Bill qui me l'avait donné. Elle adresse un sourire un peu incertain à Bill. Impossible de dire non au grand Bill, ça ne se discutait pas. Je l'avais donc sur moi, et c'est à cause d'elle que j'étais sorti ce jour-là, pour m'exercer. Je pensais encore que je n'aurais pas le courage de m'en servir le moment voulu. Sauf que je m'en suis servi ce jour-là. Je n'avais pas le choix. J'ai tué l'un d'eux, l'une des parties de ça. C'était terrible. Maintenant encore, je trouve très dur de l'évoquer, et l'un des autres m'a eu. Regardez. Elle lève le bras et le tourne de façon à ce qu'ils puissent tous voir la cicatrice qui boursoufle la partie la plus ronde de son avant-bras. On dirait qu'un objet circulaire brûlant, de la taille d'un Havane, a été appliqué contre sa peau. La cicatrice comporte une petite dépression en son milieu, et Mike Hanlon est pris d'un frisson en la voyant. C'est l'un des épisodes de l'histoire dont il a soupçonné les grandes lignes sans jamais l'avoir entendu raconter, comme le face-à-face à contre-cœur entre Eddie et Mr. Kinney. « Tu avais raison sur un point, Richie, reprend-elle. Cette fronde pouvait tirer des coups mortels. J'en avais peur, mais d'une certaine façon, je l'aimais bien aussi. » Richie éclate de rire et la frappe légèrement dans le dos. « Nom de Dieu, je le savais bien. »« Vraiment ? » ?»« Oui, vraiment. Quelque chose dans ton regard, Beverly. »« Ce que je veux dire, reprit-elle, c'est qu'on aurait dit un jouet, mais elle était bien réelle. On pouvait faire des trous dans les choses avec. »« Et tu as fait un trou dans une chose ce jour-là, n'est-ce pas ?» hasarda Ben. « Était-ce Patrick Ox... »« Oh non, grand Dieu, non !» s'exclame Beverly. « C'était l'autre. Mais attendez. » Elle éteint sa cigarette, prend une gorgée de son verre et retrouve le contrôle d'elle-même. Enfin, pas tout à fait. Elle a cependant l'impression qu'en la matière, c'est ce qu'elle pourra faire de mieux de la soirée. J'étais parti en patin à roulettes, voyez-vous. J'ai fait une chute et je me suis salement écorché le genou. C'est alors que j'ai décidé de descendre m'exercer dans les friches. J'ai commencé par me rendre au club souterrain, voir si quelqu'un s'y trouvait déjà. Personne. Rien que cette odeur de fumée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette odeur est restée très longtemps. Tous s'acquiescent avec des sourires. Je suis donc parti pour la décharge, puisque c'était là que nous procédions aux essais. Je crois que c'est comme cela que nous disions, étant donné qu'il y avait des tas de choses sur lesquelles tirer. Peut-être bien aussi des rats. Elle se tait un instant. Une fine brume de transpiration imprègne maintenant son front. C'était là-dessus, en réalité, que j'avais envie de tirer, dit-elle finalement. Sur quelque chose de vivant. Pas une mouette. Je sais que je n'aurais pas pu tirer sur une mouette, mais un rat. Je voulais voir si j'en étais capable. La chance a voulu que j'arrive par le côté de Kansas Street et non pas par celui d'Old Cape, près du remblai de la voie de chemin de fer. Là, il n'y avait guère de végétation et ils m'auraient tué. Dieu sait alors ce qui se serait passé. « Mais qui t'aurait vu ?» demanda Bill. « Eux, répondit Beverly. Henry Bowers, Victor Chris, Huggins le roteur et Patrick Hockstetter. Ils étaient en bas, dans la décharge, et... » Soudain, à la stupéfaction générale, elle se met à pouffer de rire comme une enfant, et ses joues deviennent toutes roses. Elle rit jusqu'à ce que les larmes lui viennent aux yeux. « Bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, Beverly ?» demande Richie. « On aimerait connaître cette bonne blague. »« Ah, pour une blague, c'en était une, ouais, une blague, mais je crois qu'ils auraient pu me tuer s'ils avaient su que j'avais vu. »« Je m'en souviens maintenant, » s'écrie Ben en se mettant aussi à rire. « Je me rappelle que tu nous l'avais raconté. » Toujours secoué d'un irrépressible fou rire, Beverly lâche. Ils avaient baissé leurs culottes et mettaient le feu à des paix. S'ensuit un instant de silence absolu, et tous se mettent à s'esclaffer avec elle, les échos de leurs rires se répercutant dans la bibliothèque. Beverly réfléchit à la meilleure manière de leur raconter la mort de Patrick Hockstetter.
La première chose qui lui vient à l'esprit est que lorsque l'on approchait de la décharge municipale depuis Kansas Street, on avait l'impression de pénétrer dans une sorte de ceinture d'astéroïdes démente. Un chemin creusé d'ornières, en réalité l'une des voies de la ville puisqu'elle portait même un nom, Old Lime Street, courait de Kansas Street jusqu'au dépôt d'ordures. C'était d'ailleurs le seul véritable chemin carrossable qui pénétrait dans les friches, à l'usage des camions des éboueurs. Beverly marchait à proximité d'Old Lime Street et non sur le chemin lui-même. Elle était devenue plus prudente, elle supposait que tous l'étaient devenus, depuis l'affaire du bras cassé d'Eddie, en particulier lorsqu'elle était seule. Elle suivait donc un itinéraire sinueux dans l'épaisseur des taillis, évitant les zones de lierre poison et ses feuilles rougeâtres et huileuses, l'odeur de putréfaction et de fumée de la décharge dans les narines, tandis que des mouettes criaient au-dessus d'elle. Sur sa gauche, elle apercevait de temps en temps Old Lime Street. Les autres la regardent et attendent. Elle ouvre son paquet de cigarettes et découvre qu'il est vide. Sans un mot, Richie lui lance une des siennes. Elle l'allume, regarde autour d'elle et dit « Partir de Kansas Street en direction de la décharge municipale, c'est un peu comme entrer dans une ceinture d'astéroïdes démente. La ceinture d'orduroïdes. Tout d'abord, on ne remarquait rien sur le sol spongieux sur lequel foisonnaient buissons et arbustes. Puis on tombait sur un premier orduroïde. Une boîte de conserve rouillée, ayant autrefois contenu de la sauce à spaghetti, peut-être, ou une bouteille de limonade sur laquelle grouillaient des bestioles attirées par les restes de sucre. Un fragment de papier d'aluminium pris dans les branchages qui envoyait des reflets de soleil. On pouvait voir un ressort de matelas, ou trébucher dessus si on ne faisait pas attention où l'on mettait les pieds, un gros os à demi rongé, amené et abandonné par un chien. La décharge elle-même n'était pas si terrible. Beverly estimait même au fond qu'on pouvait la trouver intéressante. Ce qui était désagréable, et quelque peu inquiétant, était la façon qu'elle avait de s'étendre, de créer des ceintures d'orduroïdes. Elle se rapprochait maintenant. Les arbres, surtout les sapins, devenaient plus gros et les buissons s'éclaircissaient. Les mouettes n'arrêtaient pas de piailler de leur voix querelleuse et suraiguë, et l'air était imprégné de l'odeur lourde des déchets qui brûlaient. Sur sa droite, Beverly vit à ce moment-là un vieux réfrigérateur à mana, appuyé de guingois contre une sapinette, mangée de rouille. Elle y jeta un coup d'œil, pensant vaguement à ce policier qui était venu leur faire un laïus en classe quand elle était plus petite. Il leur avait dit que des objets abandonnés comme les vieux réfrigérateurs pouvaient être dangereux. Un gosse s'y dissimule pendant un jeu de cache-cache, par exemple, et il meurt à petit feu, incapable d'en ressortir seul. Bien qu'on se demande qui pourrait avoir l'idée d'aller se planquer dans un vieux frigo rouillé. Elle entendit un cri, si proche qu'il la fit sursauter, suivi d'un éclat de rire. Ils étaient donc ici. Sans doute avait-il quitté le club souterrain à cause de l'odeur de la fumée pour venir casser des bouteilles à coups de cailloux ou simplement prospecter les richesses de la décharge. Elle commença à marcher un peu plus vite, sa méchante écorchure oubliée, dans sa hâte de les voir. De le voir, avec ses cheveux roux comme les siens, et peut-être ce curieux sourire qui remontait plus d'un côté que de l'autre, qu'elle aimait tant. Elle savait qu'elle était trop jeune pour aimer ce garçon, trop jeune pour vivre autre chose que des tocades, mais elle n'en aimait pas moins Bill. Elle accéléra donc le pas, les patins se balançant brutalement contre son dos, le cuir de la fronde battant légèrement sa fesse gauche. Elle faillit bien leur tomber dessus avant de se rendre compte que ce n'était pas sa bande, mais celle de Bowers. Quand elle déboucha de l'abri des buissons, la partie la plus escarpée de la décharge se trouvait à environ 70 mètres devant elle, avalanche scintillante de détritus qui dévalait sur la gravière. Le bulldozer de Mandy Fazio ronronnait plus loin sur la gauche, mais juste devant elle s'étendait une jungle d'un autre genre. Elle était faite d'épaves de voitures. À la fin de chaque mois, elles étaient compressées et expédiées à Portland pour la récupération, mais pour le moment, elles gisaient là, posées sur des jantes sans pneus, sur le côté ou encore sur le toit, comme des chiens crevés. Au nombre d'une douzaine environ, elles étaient disposées en 2 rangées, et Beverly s'avançait dans l'allée grossièrement dessinée et tapissée de détritus qui les séparaient, comme la petite fiancée souillon d'un avenir de science-fiction, se demandant au passage si la bull's-eye serait assez puissante pour casser un pare-brise. Le renflement d'une des poches de devant de son short bleu indiquait la présence de ses munitions d'entraînement, des petites billes de roulement. Voix et rire venaient d'un point situé au-delà des épaves et sur la gauche, c'est-à-dire de la limite de la décharge proprement dite. Beverly fit le tour de la dernière voiture, une Studebaker à laquelle manquait tout l'avant, mais son bonjour mourut sur ses lèvres et la main qu'elle s'apprêtait à agiter retomba, ou mieux, parut brusquement se faner. Sa première pensée trahit avant tout sa gêne. « Oh, mon Dieu, mais pourquoi ils sont tout nus ?» Ce n'est qu'ensuite qu'elle vit à qui elle avait affaire. Elle se pétrifia devant la demi-Studebaker, son ombre collée à ses talons. Pendant un instant, elle resta parfaitement visible pour eux. Il aurait suffi que l'un ou l'autre lève les yeux, ils étaient en cercle et accroupis,
et il n'aurait pas pu ne pas la découvrir. Une fille plutôt grande pour son âge, une paire de patins jetés par-dessus une épaule, du sang perlant encore à l'un des genoux de ses longues jambes de pouliche, bouche bée, les joues empourprées. Avant de plonger à l'abri de la Studebaker, elle se rendit compte qu'en réalité, ils n'étaient pas complètement nus. Ils avaient leur chemise sur eux et n'avaient fait que baisser pantalons et sous-vêtements sur leurs chevilles, comme s'ils étaient allés faire leur grosse commission. Sous le choc de cette vision, l'esprit de Beverly s'était replié sur l'expression que l'on utilisait avec elle quand elle était petite. Mais comment imaginer 4 garçons ayant besoin de faire en même temps leur grosse commission? Une fois hors de vue, sa première idée fut de battre en retraite, et vite. Son cœur battait à tout rompre, et des flots d'adrénaline inondaient ses muscles. Elle regarda autour d'elle, étudiant ce qu'elle n'avait pas pris garde d'examiner en arrivant, quand elle croyait que les voix qu'elle entendait étaient celles de ses amis. La rangée d'épaves, sur sa gauche, n'avait en réalité rien de compact. Les véhicules étaient bien loin d'être rangés porte à porte, comme ils le seraient juste avant l'arrivée de l'épaviste chargé de les transformer en blocs grossiers de métal scintillant. Elle avait été visible à plusieurs reprises en avançant jusqu'au point où elle se trouvait actuellement. Elle le serait de nouveau si elle repartait et courait le risque d'être repérée. Elle éprouvait également quelque chose comme de la curiosité, même si elle en avait honte. Que diable pouvait-il bien fabriquer ainsi? Elle avança un œil prudent le long de la carrosserie. Henry et Victor Chris étaient plus ou moins placés face à elle. Patrick Hockstetter était sur la gauche de Henry et Huggins lui tournait le dos. Elle eut tout le loisir d'observer que le roteur avait un derrière à la fois très imposant et très velu, et elle sentit soudain bouillonner dans sa gorge, comme montent les bulles dans un verre de bière, les premières contractions d'un fou rire à demi hystérique. Elle dut s'appuyer les 2 mains sur la bouche et se remettre à l'abri de la Studebaker pour contenir la crise qui montait. « Il faut que tu te tires d'ici, Beverly, si jamais il t'attrape !» Elle examina de nouveau la rangée d'épaves, les mains toujours serrées sur la bouche. L'allée faisait quelque chose comme 3 mètres de large, avec éparpillés dessus des boîtes de conserve et des débris de verre sécurite, semblables à des pièces de puzzle. Quelques touffes d'herbe poussaient ici et là. Au moindre bruit qu'elle ferait, il risquait de l'entendre. Mais que diable peuvent-ils bien fabriquer? Calmée, elle regarda de nouveau et vit la scène dans tous ses détails. Livres et cahiers étaient éparpillés n'importe comment autour d'eux. Ils venaient de sortir des classes d'été, autrement dit, de ce que la plupart des gosses appelaient classes d'idiots ou classes bidons. Et comme Henry et Victor lui faisaient face, elle pouvait voir leurs choses. C'étaient les premières choses qu'elle voyait de sa vie, en dehors des images d'un petit ouvrage maculé que Brenda Howard Smith lui avait montré l'année précédente, images sur lesquelles en fait on ne pouvait pas voir grand-chose. Elle remarqua que ces choses étaient comme des petits tubes leur pendant entre les jambes. Celle de Henry était petite et glabre, mais celle de Victor, en revanche, était de belle taille et surmontée d'un fin nuage de duvet noir. « Bill est fait comme ça, pensa-t-elle, et tout d'un coup, on aurait dit que tout son corps rougissait. La vague de chaleur qui monta en elle eut une telle puissance que la tête lui tourna et qu'elle se sentit faible et comme prise de mal au cœur. À cet instant-là, elle éprouva quelque chose de très semblable à ce que Ben Hanscom avait ressenti le dernier jour des classes, lorsqu'il avait remarqué son bracelet de cheville et la manière dont il brillait au soleil. Il n'avait cependant pas éprouvé en même temps le sentiment de terreur qui était le sien à ce moment-là. Une fois de plus, elle regarda derrière elle. Le chemin qui entre les voitures conduisait vers le salut, le sous-bois des friches, lui parut beaucoup plus long. Elle avait peur de bouger. S'il se doutait qu'elle avait vu leurs choses, il fallait s'attendre au pire. Ils allaient lui faire mal, et pas qu'un peu. Le roteur poussa soudain un mugissement qui la fit sursauter, et Henry s'écria « 1 mètre! C'est pas des blagues, roteur! Elle faisait 1 mètre! C'est pas vrai, Vic ?» Victor répondit que oui, et tous s'esclaffèrent d'un gros rire de troll. Beverly passa de nouveau un œil par l'avant de la Studebaker en ruine. Patrick Hockstetter s'était tourné et à moitié relevé, si bien qu'il avait les fesses pratiquement à la hauteur du nez de Henry. Ce dernier tenait dans les mains un objet argenté et brillant. Bev finit par comprendre qu'il s'agissait d'un briquet. « Je croyais que t'en avais un qui venait, dit Henry. « J'en ai un, répondit Patrick, j'en ai un. Tiens-toi prêt. Attends, tiens-toi prêt. Maintenant. » Henry alluma le briquet. Au même moment, il eut la détonation parfaitement reconnaissable que produit un vrai gros paix. On ne pouvait s'y tromper. C'était un bruit que Beverly avait entendu assez souvent à la maison, notamment le samedi soir, après les saucisses de Francfort et les haricots. Les haricots agissaient avec une régularité de métronome sur les intestins de son père. Au moment où Patrick se soulageait à la hauteur de la flamme du briquet, elle vit quelque chose qui la laissa bouche bée. Une autre flamme bleue et brillante parut sortir directement du cul de Patrick. Une flamme du même genre que celle d'une veilleuse de chauffe-eau à gaz, pensa Beverly. Les garçons partirent de leur gros rire de troll, et Beverly dut de nouveau se retirer à l'abri de l'épave pour retenir un fou rire nerveux.
Elle riait, certes, mais non pas parce qu'elle était amusée. Certes, il y avait bien quelque chose de marrant dans cette scène, mais elle riait avant tout car elle éprouvait des sentiments de répulsion et d'horreur mêlés. Elle riait car elle ne trouvait aucun autre moyen de réagir face à la situation. Ce n'était pas sans rapport avec le fait d'avoir vu les choses des garçons, mais en tout état de cause, ce n'était qu'un élément secondaire dans ce qu'elle ressentait. Après tout, elle n'ignorait pas que les garçons avaient des choses comme ça, de même que les filles avaient les leurs, mais qui étaient différentes. Cette vision n'avait fait que confirmer ce qu'elle savait déjà. En revanche, leur comportement lui paraissait si étrange, si grotesque et en même temps d'un tel primitivisme, qu'en dépit de son accès de fou rire, elle se retrouva en train de désespérément rechercher ce qui était au cœur d'elle-même. « Arrête, se dit-elle, comme si là était la réponse. « Arrête, sinon ils vont t'entendre. Arrête tout de suite, Bévy. » Mais c'était impossible. Le mieux qu'elle put faire était de rire en comprimant ses cordes vocales, si bien qu'elle ne produisait que des sons étouffés. Les mains écrasées sur la bouche, les joues aussi rouges que des cerises, les yeux baignés de larmes. « Nom de Dieu, ça brûle !» rugit Victor. « 4 mètres, vociféra Henri. « Je te le jure, par Dieu, Vic, 4 putains de mètres, sur la tête de ma mère. »« J'en ai rien à foutre, même si c'était 10 mètres. Tu m'as brûlé le cul, rugit Victor, et tous de s'esclaffer encore plus fort. Toujours en train de s'efforcer de contenir ses rires, Beverly, à l'abri de l'épave de la voiture, pensa tout d'un coup à un film qu'elle avait vu à la télé. Il y était question d'une tribu dans la jungle et de son rituel secret. Si un étranger y assistait, il était sacrifié à leur dieu, une idole de pierre gigantesque. Cela ne lui coupa pas l'envie de rire, la rendant au contraire encore plus frénétique. Elle était secouée de spasmes qui ressemblaient de plus en plus à des sanglots. Son ventre lui faisait mal et des larmes coulaient le long de ses joues. C'est à cause de Rena Davenport que Henry, Victor le Rotter et Patrick s'étaient retrouvés à la décharge ce jour-là, en train de se faire brûler mutuellement leur paix. Henry savait quelles étaient les conséquences d'une ingestion trop copieuse de haricots. Rien n'illustrait mieux ce résultat, peut-être, qu'une petite chansonnette que lui avait apprise son père, alors qu'il portait encore des culottes courtes. Fayot, Fayot, fruit des poètes, plus de t'en bouffes et plus de tu pètes, et plus tu pètes, plus ça fait du bien. T'es alors prêt à rebouffer, petit vaurien. Butch Bowers avait courtisé Rena Davenport pendant près de 8 ans. Elle était grasse, quadragénaire et habituellement crasseuse. Henry supposait que son père devait la baiser de temps en temps, bien qu'incapable d'imaginer comment on pouvait en avoir envie. Sa façon de cuisiner les haricots faisait l'orgueil de Rena. Elle les mettait à tremper le samedi soir et les faisait cuire à petit feu pendant tout le dimanche. Henry n'y voyait rien à redire. C'était quelque chose à s'enfourner dans le gosier et sur quoi se faire les dents après tout. Mais au bout de 8 ans, n'importe quel plat finit par perdre de son charme. En plus, Rena ne se contentait pas d'en faire un plat, elle les préparait en quantité industrielle. Quand elle arrivait le dimanche soir dans sa vieille DeSoto verte, une poupée en caoutchouc nue pendait à son rétroviseur, ressemblant tout à fait à la plus jeune personne jamais victime d'un lynchage. Les haricots destinés à la maison Bowers fumaient en général sur le siège à côté d'elle, dans une bassine en acier galvanisé qui devait bien contenir 40 litres. Ils mangeaient tous les 3 leurs haricots le soir même. Rena, se complimentant elle-même sur sa cuisine, se cinglait de Butch Bowers, grommelant et sauçant le jus avec une tranche de pain précoupée, ou lui disant simplement de la fermer s'il y avait une retransmission de match à la radio. Henry dévorant son assiété, le regard perdu par la fenêtre, plongé dans ses propres pensées. C'était d'ailleurs en se baffrant de haricots qu'il avait conçu le projet d'empoisonner le chien de Mike Hanlon, Monsieur Chips. Et Butch faisait réchauffer le reste le lendemain soir. Les mardis et les mercredis, Henry en amenait à l'école dans une boîte tupperware pleine à ras-bord. Vers le jeudi et le vendredi, ni le père ni le fils ne pouvaient en avaler. Les 2 chambres de la maison empestaient le paix moisi en dépit des fenêtres ouvertes. Butch prenait alors les restes des restes et les mélangeait à des détritus et des épluchures pour les donner à Pip et Bop, les 2 cochons de la ferme Bowers. Rena revenait ou non le dimanche soir suivant, et si oui, le cycle recommencerait. Ce matin-là, Henry avait récupéré une énorme quantité de haricots de Rabiot, et les 4 garçons avaient tout nettoyé en guise de déjeuner, assis sur la pelouse du terrain de jeu, à l'ombre du grand orme. Ils avaient baffré jusqu'à s'en faire péter la sous-ventrière. C'était Patrick qui avait eu l'idée de descendre jusqu'à la décharge, à un endroit où ils auraient toutes les chances d'être bien tranquilles au milieu de l'après-midi d'un jour ouvrable de l'été. Le temps qu'ils arrivent, les haricots commençaient à produire leur effet de manière tout à fait satisfaisante. Peu à peu, Beverly finit par reprendre le contrôle d'elle-même. Elle savait qu'il lui fallait sortir de ce guêpier. En fin de compte, il lui paraissait moins dangereux de battre en retraite que de rester à traîner dans le coin. Ils étaient très absorbés par leur petit jeu, et si le pire devait se produire, elle aurait au moins une longueur d'avance, le temps qu'ils remontent leurs pantalons. Et elle avait également décidé, tout au fond d'elle-même, que quelques billes lancées par la bull's-eye pourraient les décourager.
Elle était sur le point de s'esquiver en catimini lorsque Victor déclara qu'il devait partir. Son père le réclamait pour l'aider à ramasser son maïs. « Oh merde, dit Henri, il peut bien se passer de toi. »« Non, il est furieux contre moi déjà, à cause de ce qui s'est passé l'autre jour. »« Oh, qu'il aille se faire foutre, s'il peut pas comprendre une plaisanterie. » Beverly écouta plus attentivement, soupçonnant qu'il s'agissait de l'échauffourée qui s'était terminée par le bras cassé d'Eddie. « Non, il faut que j'y aille. »« Il a peut-être mal au cul, remarqua Patrick. »« Oh, fais gaffe à ce que tu dis, tête de nœud, répliqua Victor. Tu pourrais le payer cher. »« Moi aussi je dois partir, dit le roteur. »« Ah bon, ton paternel a du maïs à ramasser ?» lui demanda Henri d'un ton de colère. C'était sans doute une réflexion qui devait passer pour humoristique dans l'esprit de Henri. Le père de Gibbs était mort. « Non, mais j'ai un boulot. La distribution d'un journal ce soir, le Weekly Shooper. Qu'est-ce que c'est encore que cette merde de journal ?» Cette fois, il y avait autant d'inquiétude que de colère dans la voix de Henri. « Un boulot, répondit Huggins sans s'impatienter. Un boulot pour se faire un peu de fric. » Henri émit un son dégoûté et Beverly hasarda un autre coup d'œil depuis sa cachette. Victor et le roteur étaient debout, en train de boucler leur ceinture. Henri et Patrick, toujours accroupis, avaient encore les fesses à l'air. Le briquet brillait dans les mains de Henri. « Tu te tires pas comme un froussard, toi ?» demanda Henri à Patrick. « Bah non, répondit Patrick. « Mais t'es sûr que t'as pas de maïs à ramasser ou un boulot idiot à faire ?»« Mais non, répéta Patrick. « Bon, eh bien, salut, fit le roteur d'une voix incertaine. À bientôt, Henri. »« Ouais, c'est ça, à bientôt, fit Henri, qui lança un crachat à quelques centimètres des sabots de Huggins. Vic et le roteur partirent en direction de la double rangée d'épaves, en direction de la Studebaker derrière laquelle Beverly était accroupie. Elle ne fut tout d'abord capable que de se recroqueviller, pétrifiée de peur comme un lapin. Puis elle se faufila le long du côté gauche de la Studebaker et recula jusqu'à la Ford Bosley et privée de porte qui se trouvait juste après. Elle s'arrêta un instant, jetant des regards éperdus de droite et de gauche, les entendant se rapprocher. Elle hésita, la bouche sèche comme de l'amadou, le dos lui démangeant tant elle transpirait. Hébétée, une partie de son esprit se demandait de quoi elle aurait l'air avec un plâtre comme celui d'Eddie, enjolivé de la signature de tous les ratés. Puis elle plongea du côté passager de la Ford, elle se roula en boule sur le plancher crasseux du véhicule et s'efforça de se faire aussi petite que possible. Il faisait une chaleur à crever dans l'habitacle et il y régnait une telle puanteur, un mélange d'odeurs de poussière, de garnitures de sièges pourris et d'anciennes crottes de rats, qu'elle manqua s'étrangler en luttant pour éviter d'éternuer ou de tousser. Elle entendit passer les deux garçons qui parlaient tranquillement, puis il n'y eut plus rien. Elle éternua 3 fois rapidement et sans bruit, les mains en coupe contre sa bouche. Elle supposa qu'elle pouvait filer maintenant en étant prudente. La meilleure façon de s'y prendre consistait à se glisser du côté du conducteur, à repasser dans l'allée, puis à faire un fondu au noir dans le décor. Elle croyait pouvoir y parvenir, mais le choc d'avoir failli de peu être découverte lui avait enlevé tout courage, du moins pour l'instant. Elle se sentait plus en sûreté dans la Ford. Par ailleurs, maintenant qu'il y en avait 2 de partis, peut-être que Henri et Patrick ne tarderaient pas à s'éloigner eux aussi. Elle retournerait alors au club souterrain. Elle avait perdu tout désir de tirer à la fronde. Et puis, elle avait envie de faire pipi. « Allez, bon sang, dépêchez-vous de partir. Fichez le camp, je vous en supplie, pensa-t-elle. « 2 mètres, vociféra Henri. Une vraie torche de chalumeau, je te jure devant Dieu. » Un moment de silence. De la sueur coule le long de son dos. À travers le pare-brise craquelé, le soleil tombe sur sa nuque. Sa vessie s'alourdit. Henri poussa un tel hurlement que Beverly, qui venait de sombrer dans une espèce de somnolence, en dépit de sa situation inconfortable, faillit elle-même crier « Nom de Dieu, Patrick, tu m'as brûlé le cul. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce foutu briquet ?»« 3 mètres !» s'exclama en pouffant l'autre garçon. Rien que ce ricanement suffit à Beverly pour le trouver répugnant, comme si elle avait vu un ver sortir en se tortillant de sa salade. « 3 mètres, largement. Bleu et brillant, Henri. 3 mètres, largement, je te jure. »« Donne-moi ça, » grogna Henri. Il y eut un nouveau silence. « Je ne veux pas regarder, je ne veux pas voir ce qu'ils trafiquent maintenant. En plus, ils pourraient me voir. En fait, ils vont sûrement me voir parce que j'ai épuisé toutes mes réserves de chance pour la journée. Alors, reste ici bien tranquille, ma fille. On n'est pas au spectacle. » Mais sa curiosité fut plus forte que son bon sens. Ce silence avait une qualité étrange, quelque chose d'un peu inquiétant. Elle leva la tête, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'elle pût voir la scène à travers le pare-brise craquelé. Elle n'avait nul besoin de s'inquiéter d'être vue. Les 2 garçons étaient beaucoup trop concentrés sur ce que Patrick était en train de faire. Elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait, mais devinait tout de même que c'était sale. Elle ne s'attendait pas d'ailleurs à autre chose de la part de Patrick, qui était tellement tordu. Il avait placé une main entre les cuisses de Henri et une autre entre les siennes. À la première, il tripotait doucement la chose de Henri, et avec la seconde, la sienne. Ce n'était pas exactement comme une caresse.
Il serrait avec un mouvement de va-et-vient, laissant retomber la chose de Henri. « Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ?» se demanda une nouvelle fois Beverly, effarée. Elle l'ignorait, ou du moins ce n'était pas clair, mais elle avait peur. Elle ne pensait pas avoir eu aussi peur depuis le jour où l'évacuation de la salle de bain avait régurgité tout ce sang et éclaboussé les murs. Quelque chose, tout au fond d'elle-même, lui criait que s'il découvrait jamais qu'elle avait assisté à ça, quoi que ce fût, il serait capable de lui faire plus que mal, il serait capable de la tuer. Et cependant, elle n'arrivait pas à détourner son regard. Elle s'aperçut que la chose de Patrick était devenue un peu plus longue, mais guère. Elle pendait toujours entre ses jambes comme un serpent sans colonne vertébrale. Celle de Henri, en revanche, avait grossi dans des proportions stupéfiantes. Elle s'était redressée et se tenait raide et dure contre son nombril, dans lequel elle rentrait presque. La main de Patrick montait et descendait, s'arrêtant parfois pour la presser et chatouiller ces bizarres petits sacs qui pendaient lourdement sous la chose de Henri. C'est ça qu'ils appellent les couilles, pensa Beverly. Est-ce que les garçons se promènent toujours avec ces trucs-là? Bon Dieu, je deviendrais cinglé. Bill a les mêmes choses, lui murmura un autre coin de son cerveau. De lui-même, son esprit l'imagina en train de faire ce que faisait Patrick. Elle se voyait les tenant dans ses mains, les soupesant, en éprouvant le contact, et cette sensation brûlante lui parcourut de nouveau tout le corps, la faisant rougir furieusement. Henri contemplait la main de Patrick comme hypnotisé. Le briquet posé à côté de lui sur des cailloux renvoyait la lumière du soleil. « Tu veux que je te la mette dans ma bouche ?» demanda Patrick. Ses grosses lèvres, semblables à des tranches de foie, s'étirèrent sur un sourire de satisfaction. « Hein ?» fit Henri, comme si on le tirait d'une profonde rêverie. « Je peux me la mettre dans la bouche si tu veux. Ça m'est égal. » La main de Henri jaillit, pas tout à fait refermée en un point. Patrick alla s'étaler et sa tête heurta le gravier avec un bruit mat. Beverly plongea de nouveau sous le tableau de bord, le cœur battant la chamade, les dents serrées pour retenir le gémissement qui montait en elle. Après avoir renversé Patrick, Henri s'était tourné, et pendant un instant, juste avant qu'elle ne se roulât en boule à côté de la bosse faite par la boîte de vitesse, elle eut l'impression que son regard et celui de Henri se croisaient. « Je vous en supplie, mon Dieu, il avait le soleil dans les yeux. Je vous en supplie, mon Dieu, je me repens d'avoir regardé. Je vous en supplie. » Il y eut un nouveau et angoissant silence. La transpiration collait sa blouse blanche à sa peau. Des gouttelettes, comme des grains de perles, brillaient sur la peau cuivrée de ses bras. Sa vessie lui faisait de plus en plus mal. Elle sentait qu'elle n'allait pas tarder à mouiller sa petite culotte. Elle attendait de voir apparaître d'un instant à l'autre la figure démente de Henri dans l'encadrement dépouillé de la porte de la vieille Ford. Elle était sûre qu'il allait venir. Comment aurait-il pu ne pas la voir? Il la tirerait au dehors et il la battrait. Et il lui... Mais une nouvelle et encore plus terrifiante idée lui vint soudain à l'esprit, tandis qu'elle luttait désespérément pour ne pas mouiller sa culotte. Et si jamais il décidait de lui faire quelque chose avec sa chose? Si jamais il lui prenait la fantaisie de la mettre dans sa chose à elle? Elle savait que la chose des garçons devait aller dans celle des filles, un savoir qui lui était venu à l'esprit tout d'un coup, complet. Et elle pensa que si jamais Henri essayait de faire cela, elle deviendrait folle. « Oh, je vous en supplie, mon Dieu, faites qu'il ne m'ait pas vue, je vous en supplie, d'accord ?» C'est alors que Henri parla, et elle se rendit compte avec une horreur croissante qu'il s'était rapproché. « Oh, je ne marche pas dans ces trucs de tapette !» Puis la voix de Patrick lui parvint d'un peu plus loin. « Mais t'aimerais ça, je suis sûr. »« Non, j'aime pas ça. Et si tu racontes que tu me l'as fait, je te tuerai, espèce de sale tantouse. »« Bah, t'as triqué comme un âne. » À la voix de Patrick consentait son sourire, un sourire qui n'aurait pas surpris Beverly. Patrick était cinglé, peut-être même encore plus que Henri, et des gens cinglés à ce point n'ont peur de rien, même pas d'un Henry Bowers. « Moi, je l'ai bien vu. » Bruit de pas écrasant le gravier, de plus en plus proche. Beverly leva la tête, les yeux exorbités. À travers le pare-brise craquelé de la Ford, elle apercevait maintenant la nuque de Henri qui y tournait la tête. Il regardait en direction de Patrick, mais si jamais il avait l'idée de se retourner... « Si t'en parles à quelqu'un, je dirais que tu n'es rien qu'un suceur de pine, et après je te tuerai. »« Oh, tu me fais pas peur, Henri, » dit Patrick avec un ricanement. « Peut-être que je dirai rien, si tu me donnes $1. » Henri eut un mouvement énervé, ce qui le fit changer de position. Beverly le voyait maintenant de 3/4. « Je vous en supplie, mon Dieu, je vous en supplie, » pria-t-elle, incohérente, tandis que sa vessie l'élançait encore plus douloureusement. « Si tu parles, » fit alors Henri à voix basse, mais d'un ton délibéré, « j'irai raconter ce que tu as fait avec les chats, et aussi avec les chiens. Je leur parlerai de ton frigo. Et tu sais ce qui se passera, Hochstetter? Ils viendront te prendre pour t'enfermer chez les cinglés. » Silence de Patrick. Des doigts, Henri tambourinait sur le capot de la Ford dans laquelle Beverly se cachait. « T'as compris? »« Ouais. » Patrick parlait maintenant d'un ton boudeur et un peu effrayé,
puis il éclata. « Mais ça t'a plu? T'as bandé? La plus grosse queue que j'ai jamais vue. »« Ouais, je suis sûr que t'en as vu pas mal, l'espèce de petit enculé de pédé. Souviens-toi simplement de ce que je t'ai dit pour le frigo. Ton frigo. Et si je te retrouve dans les parages, je te casse la tête. » Nouveau silence de Patrick. Henry se déplaça. Beverly tourna la tête et le vit passer du côté conducteur de la Ford. S'il avait jeté un simple coup d'œil à gauche, il l'aurait vu à coup sûr. Mais il ne regarda pas. L'instant suivant, elle l'entendit qui s'éloignait dans la même direction que Victor et Huggins. Ne restait plus que Patrick. Beverly attendit, mais rien ne se produisit. 5 minutes s'écoulèrent. Elle éprouvait maintenant un besoin désespéré d'uriner. Elle ne se sentait pas capable de se retenir plus de 2 ou 3 minutes, et elle était mal à l'aise à l'idée qu'elle ignorait où Patrick se trouvait exactement. Elle regarda de nouveau au ras du pare-brise et le vit qui était toujours assis au même endroit. Henry avait oublié son briquet. Patrick avait replacé ses livres dans un petit sac de toile qu'il avait passé autour de son cou comme un livreur de journaux, mais il avait toujours sous-vêtements et pantalons sur les chevilles. Il jouait avec le briquet. Il faisait tourner la roulette, laissant un instant brûler une flamme presque invisible dans la clarté du jour, puis rabattait le couvercle. Ensuite, il recommençait. Il paraissait hypnotisé. Un filet de sang allait de sa bouche à son menton, et ses lèvres gonflaient du côté droit. Il paraissait ne pas se rendre compte que Beverly éprouva de nouveau le même sentiment de répulsion grouillante. Patrick était cinglé, c'était un fait. Jamais de sa vie elle n'avait autant souhaité être loin de quelqu'un. Se déplaçant avec le plus grand soin, elle recula jusque sous le volant en passant par-dessus la bosse du changement de vitesse. Puis elle posa un pied sur le sol et se glissa jusqu'à l'arrière de la Ford. Une fois là, elle partit en courant sur le chemin qu'elle avait emprunté pour venir. Quand elle entra sous le couvert des pins, juste au-delà des épaves de voitures, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Personne en vue. La décharge somnolait sous le soleil. Elle sentit avec soulagement se détendre les cercles de tension qui lui comprimaient la poitrine et l'estomac, et ne se retrouva plus qu'avec le besoin d'uriner qui avait atteint de telles proportions qu'elle en avait mal au cœur. Elle fit encore quelques pas rapides sur le chemin, puis obliqua sur la droite. Le sous-bois ne la dissimulait pas encore complètement qu'elle dégrafait son short. Elle jeta un regard rapide autour d'elle pour vérifier l'absence de tout lierre poison, puis elle s'accroupit, accrochée au tronc solide d'un gros buisson pour garder l'équilibre. Elle était en train de se rhabiller lorsqu'elle entendit un bruit de pas qui se rapprochait en provenance de la décharge. Elle ne put apercevoir, à travers l'épaisseur des broussailles, que le bleu d'un jean et le motif écossais décoloré d'une chemise d'écolier. C'était Patrick. Elle se dissimula et, accroupie, attendit qu'il regagnât les abords de Kansas Street. Elle se sentait plus sûre de la position où elle se trouvait. Elle était bien cachée, l'envie de faire pipi ne la lancinait plus, et Patrick était perdu dans son univers de barjot. Quand il aurait disparu, elle ferait demi-tour pour se rendre au club. Mais Patrick, au lieu de continuer, s'arrêta sur le chemin, à peu près à la hauteur de l'endroit où elle se tenait, et resta là à contempler le vieux frigo à mana tout rouillé. Beverly pouvait l'observer par une trouée dans le feuillage, avec peu de chance d'être vue elle-même. Soulagée et rassérénée, sa curiosité lui était revenue. De toute façon, si jamais Patrick l'apercevait, elle se croyait capable de le distancer. S'il n'était pas aussi gros que Ben, il était assez replet. Elle prit cependant la précaution de sortir la bull's-eye de sa poche revolver et glissa une douzaine de billes d'acier dans la poche de poitrine de son vieux chemisier. Cinglé ou pas, un bon coup dans le genou découragerait sans doute un type comme Patrick en cas de poursuite. Elle se souvenait parfaitement bien du réfrigérateur. Ce n'étaient pas les vieux frigos au rebut qui manquaient dans la décharge, mais il lui vint soudain à l'esprit que celui-ci était le seul, à sa connaissance, que Mandy Fazio n'eût pas achevé, soit en détruisant le mécanisme de fermeture d'une torsion de pince, soit en enlevant complètement la porte. Patrick se mit alors à fredonner en se balançant d'avant en arrière en face du vieux frigo, et un frisson glacé parcourut Beverly. On aurait dit un personnage de film d'horreur occupé à faire apparaître les morts au fond d'une crypte. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Si elle avait connu la réponse à cette question et su ce qui allait se passer une fois que Patrick aurait terminé son rituel et ouvert le vieil amana rouillé, elle aurait pris la poudre d'escampette aussi vite que possible. Personne, même pas Mike Hanlon, ne se doutait à quel point Patrick Hochstetter était réellement cinglé. Âgé de 12 ans, il était le fils d'un marchand de peinture. Sa mère, une catholique pratiquante, mourut d'un cancer au sein en 1962, 4 ans après que la ténébreuse entité qui hantait Derry et son sous-sol eut consumé son fils. Avec un quotient intellectuel normal, bien que légèrement en dessous de la moyenne, Patrick avait déjà redoublé 2 classes, la 10e et la 8e, et s'il prenait des cours d'été cette année-là, c'était pour ne pas avoir à redoubler une fois de plus.
Élèves apathiques, inscrivirent plusieurs fois de ses professeurs sur les maigres ceilings que leur réservait l'administration dans le carnet de notes sous la rubrique commentaires des professeurs. Ceux-ci le trouvaient également inquiétant, même si en revanche aucun n'en fit leur remarque. Il s'agissait d'un sentiment trop vague, trop diffus pour être exprimé en 60 lignes et encore moins en 6. S'il était né 10 ans plus tard, un psychologue scolaire aurait sans doute envoyé Patrick consulter un psychiatre pour enfants, qui aurait, ou n'aurait pas, Patrick était bien plus malin que ne le laissaient croire ses médiocres résultats au test de QI, psychiatre qui aurait pu prendre conscience des gouffres effrayants que dissimulait ce visage blême et mou. C'était un psychopathe qui était peut-être bien parvenu, en ce brûlant été de 1958, à pleine maturité, si l'on peut dire. Il n'avait aucun souvenir d'un temps où les autres, ceux qui comprenaient non seulement les êtres humains mais toutes les créatures vivantes, avaient eu une présence réelle pour lui. Il se considérait lui-même comme une créature véritable, probablement la seule de l'univers, sans être pour autant convaincu que cela lui conférait la moindre réalité. Il ignorait totalement ce qu'était faire mal, tout comme ce qu'était avoir mal. Son indifférence aux violents coups de poing de Henri pendant leur querelle était une illustration de ce trait. Cependant, si le concept de réalité était complètement dépourvu de sens à ses yeux, il comprenait par contre à la perfection celui de règle. Et alors que tous ses professeurs l'avaient trouvé bizarre, Mrs. Douglas, son institutrice actuelle, et Mrs. Wims, qui l'avait eue en 8e, connaissaient l'existence du plumier plein de cadavres de mouches. Et si aucune d'elles n'en ignorait les implications, elles avaient chacune près de 30 autres élèves, et tous avaient leurs problèmes particuliers. Mais pas un seul n'avait de sérieux problèmes de discipline avec lui. Il lui arrivait de rendre des copies parfaitement blanches, ou alors simplement décorées d'un grand point d'interrogation. Et Mrs. Douglas s'était aperçue qu'il valait mieux le garder à l'écart des filles à cause de ses mains pleines de doigts. Mais il était tranquille, si tranquille même qu'on aurait pu parfois le prendre pour un gros tas d'argile, sommairement modelé afin de ressembler à un garçon. Il était facile d'ignorer Patrick, qui échouait paisiblement. Quand on avait à faire face à des énergumènes comme Henry Bowers ou Victor Chris, insolents et toujours prêts à semer la pagaille, garnements capables de voler l'argent du lait, vandales qui ne demandaient qu'à détériorer le matériel scolaire à la moindre occasion, ou encore à des filles comme la malheureuse qui s'appelait Elizabeth Taylor, une épileptique dont les neurones ne fonctionnaient que par intermittence et qu'il fallait empêcher de soulever sa robe dans la cour de récréation afin de montrer sa nouvelle petite culotte. En d'autres termes, l'école élémentaire de Derry était assez typique de la foire éducative et de sa confusion. Un cirque avec tant de pistes que Gripsou lui-même y serait passé inaperçu. Aucun de ses professeurs, pas plus que ses parents en l'occurrence, n'avait en tout cas le moindre soupçon sur le fait qu'à l'âge de 5 ans, Patrick avait assassiné son petit frère, Avery, alors encore bébé. Patrick s'était senti très mécontent lorsque sa mère était revenue de l'hôpital avec Avery dans les bras. Peu lui importait, c'était tout du moins ce qu'il se dit tout d'abord, que ses parents aient 2, 5 ou 12 gosses, tant que le ou les gosses en question n'interféraient pas avec le bon déroulement de son existence. Mais Avery interférait. Les repas se trouvaient retardés, les pleurs du bébé le réveillaient la nuit. On aurait dit que ses parents passaient leur temps autour du berceau, et il constata qu'il échouait souvent à attirer leur attention. Ce fut l'une des rares fois de sa vie où Patrick eut peur. Il lui vint à l'esprit que si ses parents l'avaient amené, lui, Patrick, de l'hôpital et qu'il était bien réel, alors Avery pouvait bien être réel, lui aussi. Il pourrait également se faire que lorsque Avery serait assez grand pour parler et marcher, pour ramener à son père le journal posé sur les marches du perron et pour tendre les récipients à sa mère quand elle cuisait le pain, il décide de se débarrasser définitivement de lui, Patrick. Il ne craignait pas qu'ils aimaient Avery davantage que lui. Pour lui, il était évident qu'il l'aimait plus, en fait, en quoi il ne se trompait probablement pas. Non, ce qui l'inquiétait, c'était que 1. Les règles avaient été rompues ou changées depuis l'arrivée d'Avery, 2. Qu'il y ait une possibilité qu'Avery soit réel, et 3. Qu'il puisse être jeté au rencard en faveur d'Avery. Patrick se rendit dans la chambre d'Avery un après-midi vers 14h30, peu après être descendu du bus scolaire qui le ramenait de la maternelle. On était en janvier. À l'extérieur, la neige commençait à tomber. Un vent puissant soufflait en rafale dans McCarron Park et faisait vibrer les doubles vitrages des fenêtres du premier étage. Sa mère faisait une sieste dans sa chambre. Avery l'avait gardé éveillé une bonne partie de la nuit précédente. Son père était au travail. Avery dormait sur le ventre, la tête tournée de côté. Patrick, le visage lunaire, dépourvu de toute expression, déplaça la tête d'Avery de manière à ce que le visage du bébé s'enfonçât directement dans l'oreiller. Avery eut un petit reniflement et remit la tête de côté. Patrick resta à l'observer un moment pendant que la neige de ses bottes fondait et laissait une flaque sur le plancher. Environ 5 minutes s'écoulèrent ainsi. Patrick ne se caractérisait pas par une pensée rapide.
Après quoi Patrick tourna de nouveau le visage du bébé contre l'oreiller et le maintint ainsi quelques instants. Avery s'agita et se débattit sous ses mains, mais sans beaucoup de force. Patrick le lâcha. Avery tourna de nouveau la tête de côté, émit un petit cri reniflé et se rendormit. Les rafales de vent se succédaient à la vitre qu'elle secouait. Patrick attendit de voir si ce cri unique avait réveillé sa mère, mais celle-ci ne bougea pas. Une puissante vague d'excitation l'envahit alors. Pour la première fois, il avait une vision précise du monde en face de lui. Ses capacités émotives étaient gravement défectueuses, et pendant ce court instant, il fut comme une personne totalement incapable de voir les couleurs, ou comme un drogué en manque quand la piqûre tant attendue commence à produire son effet sur son cerveau. Il avait affaire à quelque chose de nouveau dont il n'avait pas soupçonné l'existence. Très doucement, il remit le visage du bébé, le nez dans l'oreiller. Cette fois-ci, quand il se débattit, Patrick ne le lâcha pas. Il enfonça au contraire plus profondément la tête de l'enfant dans le coussin. Avery poussait maintenant des cris réguliers mais étouffés, et Patrick sut qu'il était réveillé. Il avait vaguement dans l'idée que son petit frère pourrait le dénoncer à sa mère s'il le lâchait maintenant. Il le maintint. Un vent échappa au bébé qui se débattait de moins en moins, mais Patrick ne bougea pas, attendant son immobilité complète. Quand elle arriva, il garda la même position pendant encore 5 minutes, sentant le paroxysme d'excitation qui l'avait envahi commencer à refluer. L'effet de la piqûre se dissipait, le monde redevenait gris, tout retrouvait sa somnolence habituelle. Patrick retourna au rez-de-chaussée, se prépara une assiette de biscuits maison et un verre de lait. Sa mère descendit une demi-heure plus tard et lui dit qu'elle ne l'avait même pas entendu rentrer, tellement elle était fatiguée. « Tu ne le seras plus jamais, maman, ne t'en fais pas, je m'en suis occupé, pensa-t-il. Elle s'assit avec lui, grignota l'un des biscuits et lui demanda comment l'école s'était passée. Patrick lui répondit « Très bien » et lui montra un dessin où l'on voyait une maison et un arbre. Il était recouvert de boucles griffonnées informes faites au crayon noir et brun. Sa mère lui dit qu'il était très joli. Patrick ramenait à la maison les mêmes gribouillis bruns et noirs tous les jours. Il disait parfois que c'était une dinde, parfois que c'était un arbre de Noël, parfois que c'était un garçon. Sa mère lui répondait toujours qu'il était très joli, bien que de temps en temps, dans un recoin profondément enfoui au fond d'elle-même, elle s'inquiéta. Il y avait quelque chose d'angoissant dans ces grosses boucles de noir et de brun qui s'en mêlaient. Elle ne découvrit la mort d'Avery que vers 17 heures. Jusque-là, elle avait simplement supposé qu'ayant mal dormi la nuit précédente, il faisait une grosse sieste, un peu plus longue que d'ordinaire. À ce moment-là, Patrick regardait un programme pour enfants à la télé, et il ne quitta pas des yeux le petit écran de 25 cm pendant toute la tempête qui suivit. Une série venait de commencer quand Mrs. Henley, la voisine, fit irruption. Sa mère s'était précipitée, hurlante, à la porte de la cuisine, croyant follement que l'air frais pourrait le rendre à la vie. Patrick eut froid et alla prendre un chandail dans le placard du bas. Hathaway Patrol, l'émission favorite de Ben Hanscom, avait remplacé la série précédente lorsque M. Hochstetter arriva de son travail. Le temps que le médecin débarque, un autre feuilleton prenait la place des flics de la route. « Qui peut savoir les choses étranges que contient l'univers ?» était en train de dire le présentateur, Truman Bradley, tandis que la mère de Patrick poussait des cris suraigus et se débattait dans les bras de son mari dans la cuisine. Le médecin remarqua bien le calme profond et le regard fixe, nullement interrogateur de Patrick, mais il attribua son attitude à un état de choc. Il voulut lui faire prendre une pilule, et Patrick n'y vit pas d'objection. On diagnostiqua une mort subite pendant le sommeil. Quelques 10 ou 20 ans plus tard, on se serait sans doute posé des questions sur ce décès, qui ne présentait pas la gamme habituelle des symptômes caractérisant la mort subite des nourrissons. Mais cette fois-là, le médecin constata simplement la mort, signa le permis d'inhumer et le bébé fut enterré. Une fois le calme revenu, Patrick eut la satisfaction de constater que l'on mangeait de nouveau à des heures régulières à la maison. Dans la folle agitation de la fin de l'après-midi et de la soirée, des gens entrant et sortant, les portes qui claquaient, la lumière rouge de l'ambulance de l'hôpital qui se reflétait sur les murs, Mrs. Hochstetter hurlant et gémissant tour à tour, refusant de se laisser consoler, seul le père de Patrick fut à un cheveu de découvrir la vérité. Il se tenait debout, hébété, auprès du berceau vide d'Avery, environ 20 minutes après que l'on eut emporté le petit corps. Il se tenait simplement là, incapable d'admettre ce qui venait de se passer. Ses yeux finirent par tomber sur 2 empreintes sur le plancher, celles laissées par la neige ayant fondu des bottes jaunes de Patrick. Il les contempla, et soudain une ignoble pensée s'éleva dans son esprit un bref instant, comme les gaz délétères qui montent d'un puits de mine. Sa main se porta lentement à sa bouche, et ses yeux s'agrandirent. Une image se forma dans son cerveau. Mais avant qu'elle ait pu se préciser, il quitta la pièce en claquant si violemment la porte que l'encadrement de bois se fendilla. Il ne posa jamais la moindre question à son fils.
Patrick s'était abstenu de renouveler ce genre d'exploit depuis, mais il n'aurait pas hésité si l'occasion s'en était présentée. Il n'éprouvait aucune culpabilité, ne faisait aucun cauchemar. Comme le temps passait, il devint néanmoins de plus en plus conscient de ce qui lui serait arrivé s'il s'était fait prendre. Des règles existaient, des choses désagréables s'ensuivaient si on ne les respectait pas, ou si on était pris à ne pas les respecter. On risquait de se retrouver derrière les barreaux, voire même sur une chaise électrique. Mais le sentiment d'excitation qu'il n'avait pas oublié, sensation de couleur dans un univers de grisaille, restait quelque chose de trop puissant et de trop merveilleux pour qu'il y renonce complètement. Patrick se mit à tuer des mouches. Il commença en se servant de la tapette à mouches de sa mère, puis découvrit un jour la plus grande efficacité d'une règle plate en plastique. Il s'initia également aux joies du papier tue-mouche. Un long ruban gluant ne coûtait que 2 cents au Costello Avenue Market, et Patrick était capable de rester 2 heures d'affilée dans le garage à contempler les mouches qui atterrissaient dessus et se débattaient. Il restait là, bouche bée, une étincelle d'excitation brillant dans ses yeux habituellement embrumés, la sueur coulant sur son visage poupin et son corps grassouillet. Patrick tuait également d'autres insectes, coléoptères et autres, mais de préférence après les avoir capturés vivants. Il dérobait parfois une longue aiguille dans la travailleuse de sa mère, empalait dessus un scarabée et, assis jambes croisées sur le sol, suivait son agonie. Son expression dans ces moments-là était celle d'un garçon qui lit un ouvrage passionnant. Il découvrit une fois un chat qu'une voiture avait fauché, en train de mourir dans un caniveau de Lower Main Street, et était resté à l'observer jusqu'à ce qu'une vieille femme le vît pousser du pied la chose broyée et miaulante. Elle lui donna un coup du balai dont elle se servait pour dégager le trottoir devant chez elle. « Mais file à la maison, t'es cinglé ou quoi ?» lui avait-elle lancé. Il n'en avait pas voulu à la vieille femme. Elle n'avait fait que le surprendre à transgresser les règles, un point c'est tout. Puis, l'année dernière, Mike Hanlon et tous les autres, au point où ils en étaient, n'auraient pas été surpris d'apprendre que c'était ce même jour que George Denbrough avait été assassiné. Patrick avait découvert le vieux réfrigérateur à mana rouillé, l'un des plus gros orduroïdes dans la ceinture entourant la décharge municipale proprement dite. Comme Beverly, il avait entendu les mises en garde contre ce genre de matériel abandonné et appris comment, chaque année, des ribambelles d'enfants stupides s'y faisaient piéger comme des rats. Il était resté longtemps à le contempler tout en se tripotant lui-même à travers sa poche. Son excitation était revenue plus forte qu'elle n'avait jamais été, mis à part la fois où il s'était occupé d'Avery. Excitation qui tenait à ce que Patrick, dans le désert glacial et ce pendant troué de fumerolles qui lui tenait lieu de cerveau, avait découvert une idée. Les Luce, une famille qui habitait à 3 maisons de celle des Hochstetter, constatèrent la disparition de leur chat, Bobby, une semaine plus tard. Les enfants des Luce, qui ne se souvenaient même pas d'un temps où Bobby n'était pas là, passèrent la maison et le voisinage au peigne fin pendant des heures. Ils allèrent même jusqu'à se cotiser pour faire passer une annonce dans le Daily News « Animaux perdus ». Mais sans résultat. Et si l'un d'eux avait aperçu Patrick ce jour-là, plus volumineux que jamais dans sa parka d'hiver qui sentait l'antimite, après les inondations de l'automne 57, il s'était mis brusquement à faire très froid. Une boîte en carton sous le bras, il n'en aurait rien pensé de particulier. Les Engstrom, qui habitaient dans une rue parallèle, si bien que leur jardin jouxtait pratiquement celui des Hochstetter, perdirent leur chiot, un cocker, environ 10 jours avant Thanksgiving. D'autres familles perdirent des chats et des chiens au cours des 6 ou 8 mois qui suivirent, et c'était bien entendu Patrick le responsable de toutes ces disparitions. On mentionnera pour mémoire la douzaine d'animaux errants du demi-harpent d'enfer qui subirent le même sort. Il plaça ses victimes une à une dans le vieil amana près de la décharge. Chaque fois qu'il amenait un nouveau supplicié, le cœur cognant dans la poitrine, les yeux brûlants et humides d'excitation, il s'attendait à constater que Mandy Fazio venait de détruire la serrure de l'appareil ou avait fait sauter les gonds avec son marteau de 3 livres. Mais Mandy ne toucha jamais le réfrigérateur en question. Peut-être ne s'était-il pas rendu compte de sa présence ? Peut-être la force de volonté de Patrick l'en éloignait-elle ? À moins que ce ne fût une autre force qui obtint ce résultat. C'est le cocker des Engstrom qui tint le plus longtemps. En dépit du froid, descendu largement en dessous de 0, il était encore en vie lorsque Patrick revint le lendemain, puis le surlendemain, puis le 3e jour, même s'il avait perdu toute envie de folâtrer. Il avait remué la queue en lui léchant frénétiquement les mains lorsque le 1er jour, il l'avait tiré de la boîte pour le placer dans le réfrigérateur. Le lendemain, ce fichu chiot avait bien failli se faire la belle. Patrick avait dû le poursuivre pratiquement jusqu'à la décharge avant de pouvoir plonger sur lui et l'attraper par une patte arrière. Le chiot l'avait pincé avec ses petites dents aiguës, mais Patrick s'en moquait. Sans se soucier des morsures, il avait ramené l'animal dans l'appareil. Il était en érection à ce moment-là, et cela lui arrivait souvent. Le 2e jour, le chiot avait une fois de plus tenté de s'évader, mais il avait perdu de sa vivacité.
Patrick le repoussa à l'intérieur, claqua la porte du frigo et s'appuya contre elle. Il entendait l'animal qui grattait à l'intérieur, il entendait ses gémissements étouffés. « Bon chien » murmura Patrick, les yeux fermés, la respiration rapide. « Ça, c'est un bon chien !» Le troisième jour, le petit cocker ne put que rouler des yeux vers Patrick quand celui-ci ouvrit la porte. Ses côtes se soulevaient rapidement d'un mouvement sans amplitude. Lorsque le garçon y retourna le lendemain, le chien était mort, et une mousse pétrifiée par le froid s'était accumulée sur son museau. Elle fit penser Patrick à du sorbet à la noix de coco, et c'est en riant à gorge déployée qu'il sortit le cadavre glacé de sa machine à tuer pour aller le jeter dans les buissons. Son contingent de victimes, que Patrick évoquait quand il y pensait en les traitant d'animaux d'expérimentation, s'était amenuisé avec l'été. En dehors de ce sens de la réalité qui lui faisait défaut, il avait celui de sa propre conservation et une intuition fort développée. Il soupçonnait qu'on le soupçonnait. Qui, il n'en était pas sûr. Monsieur Ekstrom, peut-être? Monsieur Ekstrom s'était retourné et l'avait longuement observé au cours du printemps, un jour qu'il l'avait croisé dans le supermarché du coin. Monsieur Ekstrom achetait des cigarettes et on avait envoyé Patrick chercher du pain. Mrs. Joseph, peut-être? Elle restait parfois dans son salon à lorgner à travers son télescope, et c'était, d'après Mrs. Hochstetter, une fouine qui mettait son nez partout. Monsieur Jacubois, qui avait un auto-adhésif de la SPA collé à son pare-choc arrière? Monsieur Nel? Quelqu'un d'autre? Patrick n'en était pas absolument certain, mais son intuition lui disait qu'il était soupçonné et qu'il prenait toujours ses intuitions au sérieux. Il ne s'était emparé que de quelques animaux errants qu'il avait dégotés, amaigris, malades, parmi les constructions en ruine de demi-arpents, c'était tout. Il avait cependant découvert que le réfrigérateur rouillé de la décharge exerçait une puissante et étrange attraction sur lui. Il se mit à le dessiner à l'école quand il s'ennuyait. Il lui arrivait d'en rêver la nuit, et dans ses rêves, la mana mesurait 25 mètres de haut. Sépulcre blanchi, crypte pesante pétrifiée dans la lumière glaciale du clair de lune. La porte s'ouvrait, et il voyait deux yeux énormes dont le regard tombait sur lui. Il se réveillait, couvert d'une sueur froide, mais était incapable de renoncer complètement aux joies que lui procurait le réfrigérateur. Il avait découvert aujourd'hui que ses soupçons étaient fondés. Bowers savait. Et savoir que Henry détenait le secret de la machine à tuer mettait Patrick dans un état aussi proche de la panique qu'il était pour lui possible de l'être. Ce qui n'était pas très proche à la vérité, mais il trouvait néanmoins cette impression, il ne s'agissait pas tant de peur que d'une sorte de vague inquiétude, oppressante et désagréable. Henry savait que Patrick parfois ne respectait pas les règles. Sa dernière victime était un pigeon qu'il avait découvert 2 jours auparavant sur Jackson Street. Il s'était heurté à une voiture et ne pouvait plus voler. Patrick était allé chez lui récupérer sa boîte dans le garage et y avait enfermé le pigeon. Le pigeon avait piqué à plusieurs reprises du bec la main du garçon, y laissant de petites écorchures, mais il n'en avait cure. Quand il était revenu visiter le réfrigérateur le lendemain, le pigeon était tout à fait mort, mais il n'avait pas pu se résoudre à se débarrasser du cadavre. Néanmoins, après les menaces de dénonciation de Henry, il décida qu'il valait mieux se débarrasser tout de suite de cette preuve. Peut-être allait-il même revenir avec un seau d'eau et des chiffons pour nettoyer l'intérieur de l'appareil. Il sentait vraiment mauvais. Si M. Nel, averti par Henry, décidait de venir vérifier, il en déduirait que plusieurs quelque chose, était mort là-dedans. S'il me dénonce, pensa Patrick, debout au milieu du bouquet de pain, tout en contemplant la manne rouillée, je dirais que c'est lui qui a cassé le bras d'Eddie Casbrack. Évidemment, tout le monde le savait déjà, mais on n'avait rien pu prouver contre eux, car ils avaient déclaré qu'ils étaient en train de jouer ce jour-là à la ferme de Henry. Son cinglé de père les avait soutenus. Mais s'il parle, je parlerai. Un prêté pour un rendu. Mais pour l'instant, peu importait. Il devait avant tout commencer par se débarrasser de l'oiseau. Il laisserait la porte ouverte et reviendrait avec des chiffons et de l'eau pour le nettoyer. Patrick ouvrit la porte du réfrigérateur, la porte qui donnait sur sa propre mort. Il fut tout d'abord simplement intrigué, incapable de se figurer ce qu'il voyait exactement. Pour lui, cela ne signifiait rien. Le spectacle avait quelque chose d'indéchiffrable. Patrick le contemplait sans bouger, la tête penchée d'un côté, ouvrant de grands yeux. Le pigeon se réduisait à un squelette d'oiseau entouré d'un chaos de plumes. Il ne restait pas la moindre trace de chair sur les os, mais tout autour, collé sur les parois intérieures de l'appareil, pendant en dessous du compartiment de congélation ou se balançant à la grille des différentes étagères, il y avait des douzaines d'objets, couleur chair, qui faisaient penser à d'énormes moules à macaroni ou à des coquillages. Le garçon les vit osciller légèrement, comme si soufflait une brise, si ce n'est qu'il n'y avait pas le moindre souffle d'air. Il fronça les sourcils.
Soudain, l'une des choses qui ressemblaient à des moules ou des coquillages se mit à déplier ses ailes d'insecte. Avant que Patrick eût seulement le temps d'enregistrer le phénomène, la chose les avait déployées, s'était envolée et franchissait l'espace qui séparait Patrick du réfrigérateur pour se cogner à son bras gauche avec un son mat. Il éprouva une brève sensation de chaleur et tout lui parut redevenir normal. Mais l'étrange créature vira alors de couleur pour devenir rose, puis avec une étonnante rapidité, rouge carmin. Patrick avait beau n'avoir peur à peu près de rien, au sens le plus commun de l'expression, difficile de redouter des choses qui ne sont pas réelles, il existait au moins une créature qui l'emplissait d'un dégoût profond. Il était sorti du lac Brewster par une chaude journée d'été de ses 7 ans et avait découvert 4 ou 5 sangsues accrochées à son estomac et à ses jambes. Il avait hurlé à en perdre la voix jusqu'à ce que son père les lui ait retirées. Actuellement, pris d'une soudaine et mortelle inspiration, il se rendait compte avoir affaire à quelques variétés monstrueuses de sangsues volantes. Elles s'étaient multipliées dans son frigo. Il se mit à crier et tapa sur la chose collée à son bras. Elle avait plus que doublé de volume et atteignait la taille d'une balle de tennis. Au 3e coup, elle se déchiqueta avec un bruit mouillé écœurant. Du sang, son sang, inonda son bras du poignet au coude, mais la tête sans yeux et gélatineuse de la chose maintint sa prise. Elle évoquait d'une certaine manière une tête étroite d'oiseau du fait de la structure allongée qui la terminait. Elle n'était cependant ni plate ni pointue comme un bec, mais tubulaire et ouverte comme la trompe d'un moustique. Cette trompe s'enfonçait dans le bras du garçon. Toujours hurlant, il pinça les débris sanguignolants de la créature entre ses doigts et tira. La trompe sortit sans casser, suivie d'un mélange aqueux teinté de sang et d'un liquide blanc jaunâtre comme du pu. Le trou dans son bras, bien qu'indolore, avait la taille d'une pièce de 5 cents. Et la créature, en dépit de son corps déchiqueté, continuait de se tordre et de se tortiller dans ses doigts, comme pour le piquer encore. Patrick la jeta, se retourna, et d'autres sangsues volantes se précipitèrent sur lui, tandis qu'il cherchait désespérément la poignée de la mana. Elles atterrirent sur ses mains, ses bras, son cou. Une se posa sur son front. Lorsque Patrick leva le bras pour la chasser, il en vit 4 sur sa main agitées d'un minuscule tremblement, qui devenait rose, puis d'un beau rouge carmin. Il ne ressentait aucune douleur, mais éprouvait en revanche une sensation hideuse, celle de se vider. Hurlant, tournant sur lui-même et se donnant des coups sur la tête et le cou de ses mains où s'incrustaient les sangsues, son esprit se mit à geindre. « Ce n'est pas réel, c'est juste un mauvais rêve, ne t'en fais pas, ce n'est pas réel, rien n'est réel. » Mais le sang qui dégoulinait des sangsues écrasées ne paraissait que trop réel. Le vrombissement de leurs ailes ne semblait que trop réel, et sa propre épouvante ne lui semblait que trop réelle. L'une des bestioles tomba à l'intérieur de sa chemise et se colla à sa poitrine. Tandis qu'il la frappait frénétiquement et voyait s'élargir la tache de sang là où elle l'avait piqué, une autre se posa sur son œil droit. Patrick le ferma, mais cela n'arrangea pas les choses. Il éprouva une brève sensation de brûlure, comme la trompe de la chose s'enfonçait à travers sa paupière et se mettait à sucer le fluide de son globe oculaire. Il sentit son œil qui s'affaissait sur lui-même dans son orbite, et il hurla de plus belle. Une sangsue vint alors atterrir dans sa bouche et se ficher dans sa langue. Tout se passa presque sans douleur. Patrick partit en titubant le long du sentier qui conduisait aux épaves de voitures. Il était couvert de parasites. Certains d'entre eux buvaient au point de finir par éclater comme des ballons de baudruche. Lorsque cela se produisait, c'était un quart de litre de sang ou presque qui se répandait sur le garçon, chaud et poisseux. Il sentit la sangsue à l'intérieur de sa bouche qui gonflait et il écarta les mâchoires, la seule pensée cohérente qui lui fût venue à l'esprit étant qu'il ne fallait pas qu'elle éclatât à l'intérieur. Il ne le fallait pas, il ne le fallait pas. Mais elle éclata. Patrick cracha un énorme jet de sang auquel étaient mêlés des débris de chair du parasite, comme s'il vomissait. Il s'effondra sur le sol couvert de gravillons et se mit à rouler sur lui-même, sans s'arrêter un instant de crier. Mais peu à peu, sa plainte devint moins vigoureuse et parut plus lointaine. Juste avant de s'évanouir, il aperçut une silhouette qui s'avançait entre la double rangée d'épaves. Patrick crut tout d'abord que c'était quelqu'un, Mandy Fazio peut-être, et il allait être sauvé. Mais comme la silhouette se rapprochait, il vit qu'elle possédait un visage qui dégoulinait, comme s'il était fait de cire. Par instants, il donnait l'impression de durcir et de se figer, si bien qu'il ressemblait à quelque chose, ou à quelqu'un, mais il se remettait aussitôt à dégouliner, comme s'il n'arrivait pas à se décider sur le personnage ou la chose qu'il voulait être. « Bonjour et au revoir !» fit une voix pleine de grosses bulles à l'intérieur de la coulée de suif de ses traits évanescents. Patrick voulut crier encore. Il refusait de mourir comme cela. En tant que seule personne réelle, il n'était pas censé mourir. S'il mourait, tous les autres dans le monde mourraient avec lui.
La silhouette humaine le prit par ses bras sur lesquels grouillaient les sangsues et commença à le traîner vers les friches. Le sac qu'il avait toujours accroché autour du cou, couvert de sang, rebondissait et se heurtait aux bosses du sol derrière lui. Patrick, qui s'efforçait toujours de crier, perdit connaissance. Il ne s'éveilla qu'une fois, lorsque, dans quelque enfer ténébreux, nauséabond, fangeux, ça commença à s'alimenter. Sur le coup, Beverly ne fut pas sûre de comprendre ce qu'elle voyait et ce qui se passait. Elle aperçut simplement Patrick Hochstetter qui se mettait à se débattre, danser sur place et crier. Elle se redressa avec précaution, tenant la fronde d'une main et 2 billes de l'autre. Puis elle entendit le garçon s'éloigner lourdement sur le sentier sans cesser de hurler comme un possédé. En cet instant précis, Beverly eut tout de la jeune femme ravissante qu'elle allait devenir, et si Ben Ascombe s'était trouvé dans les parages pour la voir ainsi, on peut se demander si son cœur aurait été capable de le supporter. Elle se redressait de toute sa taille, la tête tournée vers la gauche, les yeux agrandis, ses cheveux tressés retenus par 2 petits rubans de velours rouge qu'elle avait achetés chez Daly pour 5 cents. Son attitude était celle d'une concentration et d'une attention absolue, un lynx aux aguets. Elle avait esquissé un pas en avant du pied gauche, le corps à demi tourné, comme si elle s'apprêtait à courir derrière Patrick. Son short remonté laissait apparaître l'ourlet de sa petite culotte de coton jaune. Délicatement musclées, ses jambes étaient déjà superbes en dépit des bleus, des croûtes d'écorchure et des salissures de terre. « C'est un piège. Il m'a vu et il se doute qu'il ne pourra pas m'attraper en me courant simplement après, alors il essaye de me faire sortir. N'y va pas, Bévy. » Mais quelque chose d'autre en elle lui faisait remarquer qu'il y avait trop de douleur et de terreur dans ses cris. Elle regrettait de n'avoir pas vu exactement ce qui lui était arrivé, s'il lui était arrivé quelque chose. Mais par-dessus tout, elle aurait bien aimé s'être rendue dans les friches par un itinéraire différent et avoir échappé à tout ce bazardement. Les cris de Patrick cessèrent. L'instant suivant, Beverly entendit quelqu'un parler, mais comprit que ce ne pouvait être que son imagination. C'était en effet la voix de son père disant « Bonjour et au revoir ». Son père ne se trouvait même pas à Derry ce jour-là, puisqu'il était parti pour Brunswick dès 8 heures du matin avec son ami Joe Tamerly afin de prendre livraison d'un camion Chevrolet dans cette ville. Elle secoua la tête comme pour s'éclaircir les idées. La voix ne reparla plus. Son imagination, évidemment. Elle sortit des buissons et s'engagea sur le sentier, prête à s'enfuir si elle voyait Patrick la charger, ses réflexes tendus à craquer, aussi sensibles que des moustaches de chat. Elle baissa les yeux sur la piste, et ils s'agrandirent encore. Du sang s'y trouvait répandu, beaucoup de sang. « C'est du faux sang », lui vint-il à l'esprit. « On peut en acheter une bouteille chez Daly pour 49 cents. Fais attention, Bévy. » Elle s'agenouilla et d'un geste vif trempa un doigt dans le liquide rouge. Elle l'examina attentivement. C'était du vrai sang. Un éclair de chaleur parcourut son bras gauche, juste en dessous du coude. Elle baissa les yeux et vit quelque chose qu'elle prit tout d'abord pour un bouton de bardane. Ces teignes qui s'accrochent partout. Mais ce n'en était pas un. Les boutons de bardane sont des plantes, ils ne se tortillent pas, ils ne volettent pas. Il s'agissait d'une bestiole vivante qui, se rendit-elle soudain compte, était en train de la mordre. Elle la frappa sèchement du dos de la main gauche, et la chose éclata, répandant du sang. Elle recula d'un pas, prête à crier maintenant que c'était fini, mais vit alors que cela ne l'était pas. La tête informe de la chose restait accrochée à son bras, à moitié enfouie dans sa chair. Avec un cri aigu de peur et de dégoût, elle la retira et aperçut la trompe qui sortait de son bras comme une petite dague de son fourreau, dégoulinante de sang. Elle comprit alors la présence de sang sur le sentier. Oh oui, et ses yeux se portèrent sur le réfrigérateur. La porte était refermée et verrouillée, mais un certain nombre de parasites restés à l'extérieur rampaient paresseusement sur la carrosserie blanche piquée de rouille. Pendant que Beverly regardait, l'une des bestioles déploya ses ailes, membrane délicate semblable à celle des mouches, et fonça en bourdonnant sur elle. Beverly agit sans réfléchir, introduisant une bille dans le cuir de la fronde et tendant les caoutchoucs. Tandis que les muscles de son bras gauche se contractaient, elle vit du sang s'écouler de la plaie ouverte de son bras par la chose. Elle lâcha automatiquement la bille en direction de la bestiole volante. « Merde, manqué !» pensa-t-elle au moment où le cuir de la fronde claqua sur la fourche et où la bille fila, petite pointe argentée dans la lumière diffuse du soleil. Elle raconterait plus tard aux autres qu'elle savait qu'elle l'avait manqué, de la même manière qu'un joueur de bowling sait qu'il a manqué son coup dès que la boule a quitté sa main. Elle vit alors la trajectoire de la bille s'incurver et frapper la chose volante qu'elle réduisit en bouillie. Il y eut une pluie de débris jaunâtres qui vinrent consteller le chemin. Beverly partit à reculons, lentement tout d'abord, les yeux exorbités, les lèvres tremblantes,
le visage d'un blanc de craie. Son regard ne se détachait pas du vieux réfrigérateur, avide de savoir si les autres bestioles l'avaient senti d'une manière ou d'une autre. Mais elle se contentait d'arpenter lentement l'appareil comme des insectes à demi paralysés par le froid à la fin de l'automne. Finalement, elle fit demi-tour et courut. Elle sentait les ténèbres de la panique venir battre sa raison, mais elle ne s'y abandonna pas complètement. Elle gardait la bull's-eye à la main gauche et regardait de temps en temps par-dessus son épaule. Elle découvrit de nouvelles traînées de sang qui brillaient sur le chemin, mais aussi parfois sur les feuilles des buissons de chaque côté, comme si Patrick avait zigzagué d'un bord à l'autre tout en s'enfuyant. Beverly déboucha de nouveau dans le secteur des épaves. Devant elle s'étendait une tache de sang plus grosse que les autres, en train de s'infiltrer entre les graviers du sol, qui paraissaient avoir été bouleversés, et des sillons de terre noire s'ouvraient au milieu de sa surface d'un bleu poudreux, comme si un combat s'y était déroulé. 2 sillons plus profonds, séparés d'environ 50 centimètres, partaient de l'endroit. Beverly s'arrêta, hors d'haleine. Elle examina son bras et fut soulagée de constater qu'elle saignait moins abondamment, même si tout son avant-bras jusqu'à la paume de la main était ensanglanté et gluant. En revanche, il commençait à lui faire mal, à coups d'élancements sourds et réguliers. Cette même impression que l'on a dans la bouche en sortant de chez le dentiste quand l'effet de la novocaïne commence à se dissiper. Elle regarda de nouveau derrière elle, ne vit rien, et reporta ses yeux sur le double sillon qui s'éloignait des épaves et de la décharge pour s'enfoncer dans les friches. Ces choses étaient dans le réfrigérateur. Patrick avait dû en avoir partout sur lui, certainement. Il n'y avait qu'à voir tout ce sang. Il avait couru jusqu'ici, alors? Bonjour et au revoir. Et il était arrivé quelque chose d'autre. Mais quoi? Elle redoutait de le savoir. Les sangsues étaient une partie de ça, et elles avaient entraîné Patrick dans une autre des parties de ça. Tout à fait comme un bovin pris de panique est entraîné dans le conduit d'où il tombe à l'intérieur de l'abattoir. « Barre-toi d'ici! Barre-toi, Bévy !» Mais au lieu de cela, elle suivit les sillons dans le sol, étreignant la fronde dans sa main en sueur. « Va au moins chercher les autres! Je vais le faire, dans un petit moment. » Elle continua d'avancer. Les sillons descendaient le long d'une pente dont le sol était plus mou pour s'enfoncer de nouveau sous le feuillage. Une cigale commença à striduler quelque part, très fort, puis s'arrêta, rendant le silence pesant. Des moustiques vinrent se poser sur son bras couvert de sang. Elle les chassa. Ses dents s'enfonçaient dans sa lèvre inférieure. Quelque chose était posé sur le sol devant elle, qu'elle ramassa et examina. Il s'agissait d'un portefeuille fabriqué à la main, du genre de ceux que faisaient les enfants dans le cadre des exercices de travaux manuels de la maison communale. À ceci près que le gosse qui avait peiné sur celui-ci n'était guère doué pour les travaux manuels. La couture grossière de plastique commençait à se défaire, et le compartiment réservé aux billets était à moitié détaché et pendait. Elle trouva une pièce de 25 cents dans celui réservé à la monnaie. Le portefeuille ne contenait qu'une seule autre chose, une carte d'abonnement à la bibliothèque au nom de Patrick Hochstetter. Elle jeta le portefeuille dans les fourrés avec tout ce qu'il contenait et s'essuya les mains sur son short. 20 mètres plus loin, elle découvrit une chaussure de tennis. Le sous-bois était maintenant trop dense pour qu'il fût possible de suivre les sillons, mais il n'y avait nul besoin d'être trappeur expérimenté pour se fier aux traînées de sang qui dégoulinaient des buissons. La piste dévalait ensuite une courte ravine. Bev perdit à un moment donné l'équilibre, glissa et alla se frotter aux ronces. De petites lignes de sang apparurent sur le haut de sa cuisse. Elle respirait vite et la sueur collait des mèches de cheveux sur son front et son crâne. Les taches de sang reprenaient sur l'une des sentes à peine visible qui serpentait dans les friches. La Kenduskig coulait non loin de là. L'autre chaussure de Patrick, les lacets pleins de sang, gisaient abandonnés sur la sente. Elle approcha de la rivière, la fronde à demi tendue. Les sillons avaient fait leur réapparition, moins profonds. C'est parce qu'il a perdu ses tennis, pensa-t-elle. Une dernière courbe, et elle arriva en vue de la rivière. Les sillons descendaient sur la rive et arrivaient finalement à l'un des cylindres de béton, ceux des stations de pompage. Le couvercle de fonte était entr'ouvert. Elle y jeta un coup d'œil. À ce moment-là, un éclat de rire monstrueux, épais, monta brièvement jusqu'à elle. C'en était trop. La panique qui couvait depuis un moment fut la plus forte. Elle fit demi-tour et s'enfuit vers la clairière et le club, son bras gauche ensanglanté, levé pour se protéger des branches qui la fouettaient au passage. « Moi aussi, des fois, je m'inquiète, papa, » pensa-t-elle dans son affolement. « Des fois, je m'inquiète, beaucoup. » 4 heures plus tard, tous les ratés, à l'exception d'Eddie, se retrouvaient accroupis près de l'endroit où Beverly s'était cachée, au moment où elle avait aperçu Patrick Hochstetter s'approcher du vieux réfrigérateur et l'ouvrir. Au-dessus d'eux, de lourds cumulus étaient venus assombrir le ciel, et l'odeur de la pluie se répandait de nouveau dans l'air. Bill tenait à la main l'extrémité d'une longue corde à linge. Les 6 enfants avaient mis leurs ressources en commun pour l'acheter,
ainsi qu'une petite trousse de secours pour soigner Beverly. Bill avait délicatement placé sur la blessure une triple épaisseur de gaz maintenue par du sparadrap. Tu diras à tes parents que t'es tombé en faisant du patin. Mes patins, s'exclama Beverly affolée. Elle les avait complètement oubliés. Là-bas, dit Ben, avec un geste de la main. Ils gisaient en tas, non loin d'eux, et elle bondit pour aller les récupérer avant qu'aucun des autres n'eût le temps de bouger. Elle venait de se souvenir qu'elle les avait posés ainsi avant d'uriner et ne voulait pas les voir aller dans le coin. Bill avait lui-même attaché l'autre extrémité de la corde à linge à la poignée de la mana, même s'ils s'en étaient approchés tous ensemble, à pas prudent, prêts à détaler au premier signe suspect. Beverly avait proposé à Bill de lui restituer la fronde, mais il avait insisté au contraire pour qu'elle la gardât. Rien néanmoins n'avait bougé. Rien que la partie du chemin, à la hauteur du réfrigérateur, fut couverte de sang. Les parasites avaient disparu. Peut-être avaient-ils pris leur envol pour aller plus loin? On pourrait bien faire venir ici le chef Borton, Monsieur Nell et cent autres flics, que ça n'y changerait strictement rien, fit Stan Uris d'un ton amer. Strictement rien. Ils ne trouveraient pas la moindre anomalie, approuva Richie. Et comment va ton bras, Bev? Bon, ça me fait mal. Elle se tut un instant et son regard alla de Bill à Richie et retourna à Bill. Est-ce que tu crois que mon père et ma mère vont voir le trou que la chose a fait dans mon bras? Je ne crois pas, répondit Bill. Soyez prêts à vous barrer. Je vais l'attacher. Il passa l'extrémité en boucle de la corde à linge sur la poignée chromée et piquée de rouille de la mana, travaillant avec la précision d'un artificier qui désamorcerait une bombe. Puis il serra le nœud coulant et commença à reculer en déroulant la corde. Il eut un petit sourire contraint pour les autres quand ils furent à une certaine distance. « Ouf, je suis bien content que ça soit fait. » Maintenant qu'ils étaient à distance de sécurité, espérait-il de l'appareil, Bill leur répéta d'être prêts à fuir en courant. Le tonnerre éclata à cet instant juste au-dessus de leur tête, et tous sursautèrent. Les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. Bill tira sur la corde à linge aussi sèchement qu'il le put. Son nœud coulant se détacha de la poignée, mais seulement après avoir ouvert le mécanisme de la porte. Une avalanche de pompons orange dégringola de l'appareil, vision qui arracha un gémissement douloureux à Stan. Les autres se contentèrent d'ouvrir de grands yeux, bouche bée. La pluie se mit à tomber plus drue. Le tonnerre claqua comme un fouet au-dessus de leur tête. Instinctivement, ils se recroquevillèrent. Puis un éclair bleu violacé zébra l'air au moment où la porte du réfrigérateur s'ouvrait en grand. Richie vit le premier ce qu'il y avait dessus et laissa échapper un cri aigu d'animal blessé. Bill ne put retenir un grognement où se mêlaient peur et colère. Les autres gardèrent le silence. Écrit sur l'intérieur de la porte, écrit en lettres de sang en train de sécher, il y avait ces mots. « Arrêtez maintenant, sinon je vous tue. Avis au petit malin de la part de Gripsou. » De la grêle se mit à se mêler à la pluie. La porte du réfrigérateur oscillait au gré du vent qui se levait. Les lettres grossièrement tracées commençaient à dégouliner et couler et prenaient l'aspect dépenaillé, menaçant d'une affiche de film d'horreur. Ce n'est que lorsqu'elle le vit s'avancer sur le chemin que Bev se rendit compte que Bill n'était plus à ses côtés. Il se dirigeait vers le réfrigérateur, secouant ses deux poings. La pluie lui collait la chemise sur le dos. « Nous allons te tuer !» hurla-t-il. Le tonnerre craqua violemment. Il y eut un éclair aveuglant, si proche qu'elle en sentit l'odeur. Il fut suivi du bruit déchirant du bois qui éclate. Un arbre tomba. « Reviens, Bill !» cria Richie. « Reviens, mec !» Il voulut se lever, mais Ben l'obligea à rester accroupi. « Tu as tué mon frère George, espèce de salopard, espèce de fumier de ta d'ordure. Montre-toi maintenant, qu'on voit un peu ta sale gueule. » L'averse de grêle se fit plus serrée. Elle les atteignait même à travers la protection du feuillage. Beverly leva un bras pour se protéger le visage. Elle aperçut de petits points rouges sur les joues de Ben dégoulinantes de pluie. « Bill, reviens !» lança-t-elle à son tour au désespoir. Mais il y eut un nouveau coup brutal de tonnerre qui, en roulant sur les friches, noya son appel. « Montre-toi, et nous t'attendons au tournant, salopard !» Bill donna de grands coups de pied dans les pompons qui s'étaient déversés du réfrigérateur. Puis il fit demi-tour et revint plus lentement vers eux, tête baissée. Il paraissait ne pas sentir la grêle qui couvrait pourtant le sol comme de la neige. Il fonça à l'aveuglette dans les buissons et Stan dut le saisir par un bras pour lui éviter d'atterrir dans les ronces. Il pleurait. « Tout va bien, Bill, dit Ben en passant maladroitement un bras autour de ses épaules. « Ouais, fit à son tour Richie. Ne t'en fais pas, on va pas se dégonfler. » Il les regarda tous, une expression sauvage dans les yeux. « Y en a qui veulent se dégonfler ?» Les ratés secouèrent la tête. Bill leva alors les yeux tout en se les essuyant.
Ils étaient tous trempés jusqu'aux os et avaient l'air d'une portée de chiots qui viendrait de traverser une rivière à gué. Ça a peur de nous, dit-il. C'est un truc que je peux sentir. Je jure par Dieu que je le sens. Beverly acquiesça sans emphase. Je crois que tu as raison. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi. Nous t'aiderons, répondit Beverly en prenant Bill dans ses bras. Elle ne s'était pas figuré comme il serait facile à ses bras de l'entourer, combien il était mince. Elle sentait son cœur battre sous la chemise, elle le sentait battre proche du sien. Jamais aucun contact ne lui avait paru à la fois si doux et si fort. Richie passa un bras autour de leurs deux épaules, inclina la tête sur celle de Beverly. Ben fit la même chose de leur côté. Mike hésita un instant, puis passa un bras autour de la taille de Beverly et posa l'autre sur les épaules frissonnantes de Bill. Stan en fit autant entre Richie et Ben. Ils restèrent ainsi, s'étreignant, tandis que la grêle laissait peu à peu la place à un abat d'eau incroyablement violent. Les éclairs arpentaient le ciel, le tonnerre grondait. Personne ne disait mot. Beverly gardait les yeux fermés, paupières serrées. Agglutiné, il restait sous la pluie, à l'écouter siffler sur les buissons. De tous, ce souvenir était le plus précis. Le bruit de la pluie, le silence qu'ils partageaient, et la peine vague qu'Eddie ne fût pas avec eux. Oui, cela, elle se le rappelait. Elle se souvenait aussi s'être sentie très jeune et très forte.